Alors, bon midi à tous. On est vraiment content de vous accueillir ce midi pour notre semaine de la formation à distance qui est offerte par le FADIO. On sait qu'il y a beaucoup de participants qui sont parmi nous depuis le tout début. On est vraiment content de la belle participation. Puis, je voulais aussi mentionner que la semaine de la formation à distance et reçoit un soutien financier du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, ça me semblait vraiment important de vous mentionner que ça vaut le jour aussi grâce à ce soutien financier-là. Donc, ce midi, on a vraiment un bel atelier pour vous. C'est un atelier qui est offert par FADIO, donc par nos collègues Julie Bélanger et René Bélanger qui va se présenter par la suite. Donc, c'est un atelier sur comment assurer la qualité d'un cours en FAD. Et FADIO, par l'entremise d'un comité qualité, a préparé un document qui va vous être présenté ce midi par René et Julie. Donc, à la fin de l'atelier, il y aura une période de questions. On vous invite à utiliser le question-réponse pour venir poser les questions aux animateurs. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Julie et René, puis je vous souhaite un bel atelier. Merci Karine. Bonjour tout le monde. Merci d'être là pour l'atelier. On est bien content d'ailleurs de présenter le fruit de notre travail. Donc, je me présente, René Bélanger, conseiller pédagogique au Cégep de Matane, puis aussi membre du comité Qualité FAD. Julie Bélanger, moi, je suis conseillère pédagogique au Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs, également membre du comité qualité pour FADIO. Alors, ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, FADIO, par l'entremise de son comité qualité FAD, a dressé une liste d'éléments qui vont influencer la qualité d'un cours qui est offert en formation à distance. Alors, évidemment, ce document-là est destiné aux ressources enseignantes, mais on sait que dans l'utilisation pratico-pratique, les termes ne sont pas toujours faciles à comprendre pour une nouvelle personne qui s'approprie la formation à distance. Alors, on vous invite à vous allier avec votre conseiller pédagogique de votre établissement scolaire. Alors, l'objectif de ce document-là, c'est de susciter la réflexion, la discussion et c'est vraiment un endroit pour collaborer ensemble, discuter et penser à tous les petits éléments qu'il faut tenir compte dans une formation de qualité. Alors, c'est un outil qui fait partie de la série Recto Verso. On est rendu à notre 3e. On est très fiers de ça et on va vous en parler un petit peu plus tard dans l'atelier. Moi, ce que je voulais vous ajouter, c'est que depuis le début de la semaine, j'assiste aux ateliers puis je me dis, on est vraiment privilégiés, René et moi, de vous présenter cet outil-là parce qu'en fait, c'est comme la synthèse de tout ce qu'on entend dans les ateliers. On parle vraiment d'un outil idéal, d'un objectif idéal à atteindre dans un cours de formation à distance lorsqu'on le prépare. Alors, dans le plan de la présentation, on va faire une petite mise en contexte de notre travail, l'élaboration et le processus qu'on a utilisé. On va parcourir le document ensemble sans voir chaque critère point par point, mais on va s'attarder sur certains d'entre eux. On va vous présenter les autres recto verso et on va se garder une période de questions à la fin de l'atelier. Les modalités de participation, alors, on a été un petit peu bousculé par le mode webinaire, mais on voulait quand même sentir votre présence. Alors, on s'est dit qu'à certains endroits dans la présentation, on va vous lancer des questions et on va vous inviter à utiliser l'icône de discussion pour répondre. Également, c'est la période de questions à la fin et on va vous présenter aussi un site dans la prochaine diapo ou un Google Site dans lequel on a déposé tous les documents de la présentation et de l'atelier. Alors, on vous laisse prendre vos cellulaires ou vos tablettes pour ceux qui préfèrent suivre la présentation de façon autonome. Nous, on va quand même le faire durant la présentation. Alors, sur le site où vous allez tomber, en fait, le site que vous allez rejoindre avec le code QR, vous allez avoir la description de notre atelier. Également, vous allez avoir le document de la présentation qui est là. Vous allez avoir la série des recto verso. On a mis des liens directs avec chacun d'entre eux.
vous allez retrouver les sites, le site de Fadio et le site du modèle ADI qui a été vraiment monté et créé par Fadio. Également, un Padlet dans lequel on va vous donner un petit devoir à faire pour ceux qui sont intéressés. Puis pour ouvrir le Padlet en mode un petit peu plus grand, on vous invite à cliquer dans le coin supérieur droit avec la petite flèche qui pointe vers la droite, vers le haut. Ce qui nous amène au contexte, en fait, pourquoi on a mis en place ces documents recto verso, comme je le disais. Donc, c'est notre troisième qu'on vous présente, mais on va vous présenter nos deux d'avant aussi un petit peu. Donc, ce qu'on voulait, Fadio, évidemment, c'est un regroupement primaire jusqu'à l'université, donc c'est vraiment interordre. On voulait des choses, on est beaucoup sur le terrain, on accompagne des enseignants comme conseillers pédagogiques, mais on voulait des documents un peu pratiques. Le comité, en fait, qualité phase, c'est un sous-comité de mise en œuvre de Fadio qui nous permet, en fait, de répondre aux besoins. Fadio, c'est vraiment ça, on part des besoins du terrain, puis on trouve des outils aux gens qui sont mobilisés. Donc, on voulait des documents pratiques et faciles à consulter. C'est un peu ce que les gens nous disaient. On aimerait ça avoir quelque chose qui dit, ben, ce que je fais, c'est-tu de qualité, il me manque-tu des affaires? Aussi, on voulait s'appuyer sur de la recherche puis des bonnes pratiques. Donc, la recherche, évidemment, de lire des documents de 200 pages, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc, mais nous, on a fait le travail. On a lu tout ce qui était concernait en fait nos champs de développement, ce qu'on voulait produire comme document, puis on validait en même temps avec notre pratique sur le terrain. Puis on voulait correspondre vraiment au milieu interordre. Donc après ça, on a fait des validations quand même avec est-ce que ça correspond pour vous au secondaire? Est-ce que ça correspond pour vous en formation générale adulte ou tout ça? Le langage utilisé, c'est-tu quand même bien pour que ce soit parlant pour l'interordre? Les gens qui ont travaillé sur le comité, on a Serge Duguay qui est au centre de service scolaire des Phares. Karine Deraps, qui est au cégep de Gaspésie-les-Îles, Mireille Laflamme, cégep La Pocatière, on a Edith Jolicoeur et Marie-Ève Gontier, qui est à l'UQAR. Fait que juste vous montrer le processus, parce qu'au lieu de vous montrer seulement le document, on voulait un petit peu vous parler du processus également. Donc, le processus, en fait, c'est, on vous le présente ici, donc, tout ce qu'on a fait, la recension des écrits, discrimination des informations, regroupement des éléments, élaboration des documents. C'était un travail collaboratif, mais la formule est intéressante parce qu'on l'a utilisé pour tout le développement de nos trois documents, particulièrement pour le 1 et le 3e. Donc, au départ, évidemment, on est allé chercher toutes les études, la recherche, la recension, on a documenté un petit peu tout ça. Après ça, chaque personne avait à résumer les articles, voir la pertinence avec ce qu'on voulait produire comme document. Donc, si on a un exemple un peu de collaboration, on est allé chercher ce qu'il y avait sur Internet, sur la recherche, qui lisait quoi. C'est un petit peu notre modèle de fonctionnement qu'on a utilisé. Évidemment, après ça, il fallait faire un peu des critères, des catégories, comment regrouper tout ça pour que ce soit un petit peu digeste sur l'information. Ça, vous avez un exemple ici de ce que Serge avait fait avec le comité. Donc, ça, c'était le comité de la qualité pour la gestion d'un établissement en formation en distance, notre premier document. Donc, après ça, on essayait de sortir des choses, commencer à discriminer, faire des catégories. Donc, évidemment, il y a plusieurs processus itératifs là, avant d'arriver au document final. Par la suite, l'élaboration du document, c'est un petit peu ça. On arrive un petit peu dans le format de la fin où on collabore. Vous avez remarqué qu'on a utilisé, vous allez le voir tout à l'heure, le document, on a utilisé le « je ». Donc, si on le prend pour un enseignant, est-ce que j'ai fait telle chose? Est-ce que on voulait le mettre proche de la personne qui allait lire? Ça a été un choix éditorial qu'on a fait à ce moment-là. Et là, vous avez un petit peu tout le travail qui a été fait pour finalement arriver au document final, qui est celui-ci, donc une série de documents, cases à cocher. Là, vous comprenez que dans les deux premiers, on a fait recto verso. On trouvait que c'était un nom intéressant. Le document qu'on vous présente aujourd'hui, exceptionnellement, il y a 3 pages parce qu'on se lance dans l'aventure puis on fait de la recherche, on ne savait pas qu'à la fin, ça arriverait peut-être à 3 pages. On veut toujours rester dans le 2 pages, c'est le principe de base, mais comme qualité pour une formation, pour un cours à distance pour l'enseignant, il y a un petit peu plus de critères là, à valider par rapport à ça, mais c'est la facture visuelle qu'on retrouve. Vous expliquez qu'au niveau du document, la simplicité de la chose, évidemment, au départ, c'était oui, d'imprimer un document recto verso, le prof ou le conseiller pédagogique, la personne part avec.
et elle va regarder des choses. Donc, on peut faire des bilans ou des constats en équipe. Donc, est-ce que oui, j'ai ça? Est-ce que non, je ne l'ai pas? Est-ce que c'est partiellement? Est-ce que c'est à développer ou ça ne s'applique pas? Puis, on comprend que dans toutes les cases à cocher, on va voir les éléments tout à l'heure un par un. C'est sûr qu'on peut faire de la formation à distance ou développer un cours à distance puis ne pas être parfait ou pas cocher oui dans toutes les cases. C'est tout à fait normal. C'est un idéal à atteindre. En fait, on s'est appuyé sur la recherche puis la pratique. Mais quand on veut atteindre un niveau exceptionnel ou contrôler à peu près tous les paramètres, bien, tous les paramètres se retrouvent, les critères se retrouvent sur le document. Ce qui nous amène ici. À notre première question. Alors, à votre icône discussion maintenant, quels critères, selon vous, permettent d'assurer un cours à distance de qualité? On vous donne 30 secondes. Je vais partir ça. Alors, écoute, ça défile dans le clavardage. Peut-être laisser, Martin, tu veux-tu intervenir peut-être parce qu'on a tous lu rapidement ce que vous êtes en train d'écrire? Peut-être en lire quelques-uns sans tous les énumérer. Vas-y, Julie. Bien, j'ai vu engagement des étudiants, l'authenticité, l'interactivité, la pertinence, l'accessibilité des documents, l'adaptabilité. On a parlé de l'alignement pédagogique aussi, c'est ressorti. Donc, il y a plusieurs critères là, qui ressortent parce que vous êtes soit déjà dans le domaine où vous tournez autour de ça ou vous informez. Donc, c'est un peu tout ça qu'il faut regarder, mais en détail. Ça fait qu'il y a beaucoup d'organisation des documents, le volet asynchrone, la disponibilité, les étudiants pour qui on va créer la formation aussi à notre public cible. Regardez comment ça va fonctionner. L'humanité. Je trouve ça bien parce qu'on s'est questionné sur cet aspect-là aussi. Alors, si on poursuit. Alors, la section en fait, notre recto verso qu'on vous présente aujourd'hui a 4 sections. La première, élaboration d'un cours. La deuxième, la démarche d'apprentissage, l'organisation d'un cours et l'encadrement des apprenants. On va s'attarder sur certains critères, entre autres. Alors, pour le critère 1.1, j'ai adapté la planification et le scénario pédagogique de mon cours en considérant qu'il est offert en phase. Dans le fond, le mot important et à retenir dans cet énoncé-là, c'est vraiment adapter. Parce que c'est sûr qu'on s'est basé sur la recherche. Puis, René, si tu veux cliquer sur la diapo suivante, je me suis, dans la préparation de l'atelier, je me suis inspirée de ce document-là qui est quand même récent, qui a été créé par le Consortium national de développement de ressources pédagogiques en français au collégial. Et ce qu'on dit, entre autres, c'est que la première chose qui est à éviter, c'est de penser qu'on peut tout simplement convertir les cours magistraux, les notes de cours existantes en page web en ayant recours au copier-coller. On nous dit qu'il faut plutôt adapter le contenu en utilisant des stratégies pédagogiques différentes pour rendre le cours plus interactif puis donner accès à un éventail de ressources également. Le critère 1.2, j'ai élaboré le cours à l'aide d'un modèle de design pédagogique. On vous en présente quelques-uns et on donne quelques exemples. Nous, on a décidé de porter attention et de vous parler surtout du modèle ADI parce qu'encore, selon la littérature, ce qu'on nous dit, c'est que ça serait le modèle le plus complet. Et pour mieux vous en parler, on a décidé de vous présenter une courte vidéo de 3 minutes 34 qui a été créée par Fadio. Tous les enseignants, du primaire à l'université, ont la possibilité de mettre en place des formations à distance et des environnements numériques d'apprentissage pour leurs élèves ou leurs étudiants. Évidemment, tous les projets n'ont pas la même ampleur ni les mêmes objectifs, mais tous s'appuient sur une démarche J'ai fait une erreur, oui. d'ingénierie pédagogique pour innover.
Cette capsule a pour objectif de vous présenter un modèle qui pourra vous guider vers le passage d'une formation en présence vers une formation offerte à distance. Ce modèle se nomme ADI pour Analyse, Design, Développement, Implantation et bien sûr, Évaluation. La première étape est l'analyse de votre contexte. Pour savoir si la formation à distance est une bonne formule pour le contenu que vous désirez enseigner, déterminez vos objectifs généraux de formation. Ensuite, il vous faut réaliser un inventaire des ressources matérielles, technologiques, financières et humaines disponibles. C'est à cette étape que vous identifiez vos collaborateurs. Finalement, vous devez également connaître en profondeur les caractéristiques des apprenants et leurs besoins pour choisir un type de formation à distance adapté à leur réalité. À la fin de l'étape de l'analyse, vous savez si vous vous dirigez vers une formation hybride ou complètement à distance. Vous savez aussi si votre mode de diffusion sera synchrone, comme le téléenseignement, ou asynchrone. L'étape du design est cruciale. Elle permet de planifier dans les moindres détails votre cours. Il faut déterminer précisément ce que les apprenants maîtriseront à la fin de la formation en découpant très finement le contenu en objectifs et en sous-objectifs. Par la suite, vous pourrez diviser vos grains pédagogiques. Pour choisir les bonnes stratégies d'apprentissage et d'évaluation, la nature des contenus doit être clairement identifiée à cette étape. Vous déterminez une structure qui organise le contenu en variant les stratégies, les activités et les ressources de manière à ce que l'apprenant soit actif tout au long de la formation. Cette étape achevée, vous avez entre les mains un scénario d'enseignement global très efficace. À la troisième étape, vous entamez le développement des activités pédagogiques et l'environnement d'apprentissage prend forme. Vous déployez votre scénario sur le support numérique que vous avez choisi en créant les activités individuelles et collaboratives, en composant les différents documents, en réalisant les capsules vidéo et en programmant les activités interactives. Une fois le scénario mis en place, vous êtes maintenant prêt à implanter votre formation à distance. Ici, l'enseignant dispense son cours et accompagne ou guide les apprenants qui sont en action sur l'environnement numérique d'apprentissage. Finalement, durant chacune de ces étapes, l'évaluation se réalise en continu. Vous avez identifié les bons coups et vous connaissez les difficultés rencontrées au développement et les faiblesses apparues lors de l'implantation. Vous pouvez maintenant rectifier ou bonifier votre contenu pour les prochaines diffusions du cours à distance. Chaque projet de formation à distance est une construction pas à pas. Adopter une démarche d'ingénierie pédagogique vous aidera à innover et à développer des environnements numériques d'apprentissage pour vos élèves et vos étudiants. Après ce premier départ, vous pourrez enrichir progressivement vos formations et cours à distance. Alors voilà. Alors une image vaut 1000 mots, hein, même l'explication. Critère 1.3, j'ai respecté les modalités prévues par mon programme. Entre autres, ce qu'on veut dire, c'est que c'est vraiment le modèle qu'on va adopter selon la visée qu'on veut obtenir. Donc, ça pourrait être, par exemple, 50% en synchrone, 25% de contenu en asynchrone et 25% en présentiel. Alors, quand on parle des modalités, on parle de ces modèles-là, entre autres. Si on va voir 1.7 maintenant, les autres, je les passe. C'est sûr qu'à la fin, on sera disponible si vous avez des questions. Le 1.7, j'ai développé le cours en collaboration avec une équipe multidisciplinaire. Alors, puis on énumère certains membres du personnel. C'est sûr que nous, on suggère, et la littérature suggère aussi de travailler de cette façon-là. On peut comprendre que dans un contexte de pandémie, c'est vous qui avez dû créer votre cours soit seul ou parfois avec l'aide d'un conseiller pédagogique, mais dans un contexte idéal où c'est l'établissement ou le programme qui décide d'offrir le cours, bien évidemment, on va penser qu'on peut planifier ça 1 an ou 2 ans d'avance, alors ça laisse du temps et là, on peut travailler en équipe et c'est ce qui assure la qualité. On dit parfois que élaborer un cours en FAD, c'est comme faire une recette. En fait, de nombreux ingrédients ils doivent entrer dans sa composition avec des proportions pour atteindre le succès. Alors, je trouvais que l'image, le lien avec la recette, c'était fort intéressant. Pour les points 1.8 à 1.13, je vais vous laisser les lire chacun de votre côté.
Alors, on a une petite question pour vous. Selon vous, qu'est-ce qui fait que l'étape d'élaboration d'un cours est si importante? C'est l'étape qu'on vient de voir ensemble. Alors, Alors, on peut voir pour atteindre les objectifs, parce que la planification, c'est fort important. Anticiper, scénariser, la cohérence du cours, ça permet de bien gérer la classe, ça permet d'anticiper, de favoriser l'alignement pédagogique, la cohérence, prévoir les imprévus, s'assurer qu'il y a un étayage. Alors, c'est tout ça, en fait, vous avez parfaitement raison. Puis, il y a une petite diapo, la prochaine, qui résume un peu selon ce que la littérature dit. C'est qu'en fait, lorsque je suis en mode traditionnel, qui est la conception ou l'élaboration pour la classe, le plus gros du travail se fait vraiment au fur et à mesure, hein, en créant la formation, semaine après semaine. C'est sûr qu'on a une grosse idée de la planification globale au début, mais après ça, dans le détail, on le fait vraiment au fur et à mesure, on s'ajuste. Par contre, dans une formation à distance, il faut tout prévoir dès le départ. C'est pour ça que c'est aussi important. Ça veut dire que le gros du travail, vous le voyez par le graphique, ça se fait vraiment dans la conception. Je dois tout penser à l'évaluation, à l'encadrement, à la gestion, etc. On va vous en parler. Puis quand vient le temps de livrer, là, tout est prêt. Puis c'est encore plus visible en asynchrone. Alors, on irait avec notre deuxième section du document, qui est la démarche d'apprentissage. Alors, le premier, le 2.1, il n'est pas encadré, mais je voulais quand même vous en parler. Je présente les modalités spécifiques à la FAD aux apprenants. Les modalités, en fait, sont diverses. Ça pourrait être comment me rejoindre à distance, quel est le délai de réponse, comment on remet un travail d'équipe, comment on travaille en équipe. Alors, il peut y avoir beaucoup de questions qui concernent les modalités. Alors, il y a quand même, c'est un point important. Puis René va vous en reparler tout à l'heure. Pour les points 2.2 à 2.6, alors, je propose un scénario pédagogique clair et explicite qui permet aux apprenants de comprendre les tâches et les exigences attendues. Je planifie les activités d'apprentissage et d'évaluation afin de créer une constance. Je m'assure que toutes les activités d'évaluation sont cohérentes et prévisibles. Je présente aux apprenants les critères d'évaluation et de performance attendus. J'ajuste les ressources et les activités proposées. On nous parle d'alignement pédagogique, hein. Alors, tout ce qu'on lit là, on l'a retrouvé dans vos commentaires tout à l'heure également. Alors, je résume, dans le fond, ces critères-là. René, tu peux cliquer à la diapo suivante. Je résume avec ce que vous avez nommé tout à l'heure, l'alignement pédagogique. Alors, c'est sûr que la première chose à tenir compte, c'est que les apprentissages qui sont visés doivent être le plus près de la vraie vie. Ça, c'est je dirais, l'élément numéro 1. Mais suite à ça, bien, il y a vraiment la méthode d'évaluation et les méthodes pédagogiques qui doivent être en lien avec les apprentissages qui sont visés. Alors, on a à se poser comme question, est-ce que le concept que j'enseigne ou qui est évalué, est-ce qu'il a été enseigné suffisamment? Tu sais, des fois, on arrive, on évalue, mais on n'a pas assez enseigné ou travaillé un concept. Est-ce que les outils TIC qui ont été utilisés en évaluation, est-ce que c'est les mêmes qu'à l'apprentissage? Est-ce que les grilles d'évaluation ont été présentées aux élèves dès le départ? Tu sais? Alors, je pense que c'est tout ça, c'est vraiment, il faut qu'il y ait une cohérence et que ce soit prévisible. Ça assure vraiment, ça évite le stress là, chez nos étudiants et nos apprenants. Alors, si on a travaillé avec Moodle durant l'apprentissage ou avec Teams, on garde ces mêmes outils-là, entre autres, c'est un exemple en évaluation. Critère 2.3, j'y reviens parce qu'on parle de constance pédagogique et technologique. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, une constance? Ça peut vouloir dire, c'est sûr, lorsque je suis en direct avec mes élèves en synchrone,
ben, je les accueille avec le sourire. C'est toujours pareil. Au lieu d'être à ma porte, je les accueille dans la salle, je les accueille par leur prénom, je garde un contact visuel, je suis vraie, on a parlé d'humanité tout à l'heure, je reste authentique, je reste vraie, je reviens sur le dernier cours, je nomme qu'est-ce qu'on va voir durant le présent cours. Alors ça, c'est un exemple que vous connaissez. Alors, je le fais en classe, je le fais la même chose à distance. Puis, si je suis en asynchrone, bien, c'est sûr que ma présentation sera toujours la même ou va se ressembler beaucoup pour développer un genre de routine qui est sécurisante. 2.13, je porte attention à ce critère-là également. J'intègre des outils et des activités permettant aux apprenants de développer leurs compétences d'autorégulation et de métacognition. Comment on fait ça quand on est à distance ou qu'on est en asynchrone? C'est sûr que tout ce qui est métacognition, c'est les questions à se poser avant l'apprentissage, pendant et après. Mais par contre, au niveau de l'autorégulation et l'auto-efficacité, c'est toutes les fonctions exécutives qu'on doit enseigner encore plus lorsqu'on est à distance parce que l'élève est souvent chez lui. Alors, comment on se planifie, comment on s'organise, comment on gère notre temps. Alors, c'est encore plus important. Puis, même si nos apprenants sont quand même un âge plus respectable que nos jeunes du primaire, on doit quand même faire de l'enseignement explicite par rapport à ça. Ça nous amène à la section 3 du document, organisation du cours. Donc, évidemment, il y a plusieurs éléments. Donc, c'est un 3.1, il y a des sous-catégories. 3.1, la formule pédagogique. Donc, Julie a parlé un petit peu de la formule pédagogique, mais pour l'enseignant, quand il fait la feuille de critères, je m'assure que le plan comporte les rubriques suivantes. Donc, le plan d'études, en fait, c'est le document qu'on va remettre. Évidemment, la formule pédagogique va être intéressante. On en a parlé un petit peu. Je vous montre ici des exemples, évidemment, parce que le document, évidemment, ça sous-entend beaucoup de choses derrière. Le document, c'est un critère, en fait, qu'on peut cocher, mais ça sous-entend beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on parlait de l'accompagnement tout à l'heure. L'enseignant ne peut peut-être pas faire ça seul parce qu'il ne sait pas tout ce qui sous-tend derrière ça. Mais avec un conseiller pédagogique, évidemment, ça peut être intéressant. Puis dans les caractéristiques du modèle, quand l'enseignant va faire son cours, évidemment, on a parlé d'asynchrone, synchrone, présentiel. Ici, le document que je vous présente, c'est un exemple. C'est montré au Cégep de Matane. On a fait ça pour un peu aider les enseignants au départ. Pourquoi j'utiliserais une formule asynchrone? Pourquoi j'utiliserais du synchrone ou quand est-ce que je devrais utiliser du présentiel? Parce que dans le modèle actuel de pandémie, oui, il y a du présentiel ou du comodal, mais dans un modèle prévu en dehors de la pandémie, ça pourrait être aussi du présentiel. On pense au cours d'aquaculture en Gaspésie où les gens devaient se déplacer pendant 1 ou 2 semaines pour faire certaines activités. C'est quand même quelque chose qu'on doit planifier à l'avance. Cette fiche-là peut aussi vous alimenter un peu dans vos choix de séquences de cours. D'autres modalités, je regarde l'Université Laval ici, on fait sur 15 semaines. Donc, on dit, l'étudiant, il est en classe la première fois, il est asynchrone la 2e semaine, la 3e semaine, il revient en classe, puis la 4e semaine, il est modèle synchrone. Donc, que l'étudiant ou l'élève puisse se projeter à long terme comment ça se passe, c'est super important d'avoir des supports visuels, c'est ce qu'on disait dans le plan d'études ou le plan de cours, que l'étudiant puisse bien comprendre. On le vit actuellement, les jeunes au secondaire qui vont une journée sur 2, on a changé de journée, ils vont 2 journées de suite. Ça devient actuellement très difficile pour eux de s'organiser. Il faut le prévoir dans une bonne planification. Il faut avoir une séquence assez précise là, de ce qu'on va faire pour donner la formation. Les autres éléments, l'encadrement, les modalités de communication, ça aussi, c'est bien que ce soit dans le plan de cours parce que, si on passe au collégial, l'étudiant, en fait, il y a peut-être 7 cours. Chacun utilise sa propre méthode de fonctionnement. C'est important d'avoir, évidemment, les modalités de communication, entre apprenants, les délais de réponse aux questions ou la rétroaction. Donc, si l'étudiant dépose quelque chose, combien de temps je vais lui donner un retour? Est-ce que s'il n'y a pas de nouvelles pendant 2 semaines, c'est normal? Donc, il faut le prévoir dans notre plan de cours aussi pour que les attentes soient claires pour tout le monde. Au niveau de tout l'encadrement, encore une petite fiche qu'on a fait. Donc, ça, c'est un peu pour alimenter le critère, donner du temps aux étudiants en fait, de s'approprier des outils technologiques, donc offrir un espace aux étudiants pour s'exprimer, partager, poser des questions, toujours important, parce qu'on sait qu'on bascule dans le modèle à distance.
Il y a beaucoup d'espaces d'apprentissage qui sont un peu occultés. Donc, on parle des corridors, cafétéria, place des casiers, tout ça. Donc, évidemment, il faut aussi le reproduire à distance. Fait que c'est important comme enseignant, je me dis, hey, j'ai-tu une place où ils vont pouvoir échanger entre eux? Établir des règles de classe claires, identifier clairement le canal de communication, démontrer de l'empathie, ça revient un peu à Julie, si la personne a mentionné, l'humanité. Hein? On est à distance, on a des outils technologiques, mais il faut quand même prévoir une relation humaine là-dedans. Et également, porter attention aux étudiants en difficulté. Donc, c'est une petite fiche qui peut supporter le volet encadrement. 3.1.11 aussi, dans l'organisation de son cours, le matériel nécessaire, c'est souvent important parce qu'on planifie notre cours. Des fois, on oublie, pour l'avoir vécu là, dans notre DEC en tourisme, avoir une vue sur les 3 années du DEC, donc tous les outils que les étudiants vont avoir besoin. C'est une caméra de plus, il faut discuter avec les enseignants. Mais l'enseignant lui-même doit réfléchir sur, OK, c'est quoi j'ai besoin pour ma session? Habituellement, si j'enseigne Photoshop, les étudiants ne l'ont pas, il faut quand même que je le calcule. Au départ. Donc, il faut que j'en parle. C'est pour ça que quand on disait de s'associer avec des gens multidisciplinaires, peut-être des gens de l'informatique qui vont nous trouver des solutions par rapport à ça. Mais l'enseignant lui-même, il y a une réflexion à faire par rapport à ça. Je donne ici un petit exemple, un document qu'un étudiant s'inscrit, on y envoie un petit peu tout ce que ça y prend parce que souvent, là, dans le contexte actuel, c'est un peu précipité, je comprends, mais quand c'est un programme planifié, là, quand l'apprenant s'inscrit, on peut à ce moment-là lui envoyer les besoins technologiques là, pour réaliser son cours dans le confort puis s'assurer qu'il y a toujours la bonne chose pour bien étudier. D'autres éléments des critères 3.2, l'aménagement de l'interface d'environnement numérique du cours pour qu'elle soit conviviale et adaptative. Adaptative, on va comprendre ici que ce qu'on va choisir comme outil, ça va être autant sur mobile, PC, Mac. Donc, c'est sûr que ce n'est peut-être pas le contrôle de l'enseignant, ça va peut-être le contrôle de son institution, mais quand même y réfléchir. Parce que des fois, un enseignant peut choisir un outil technologique ou une ressource, puis ça va mal fonctionner sur différentes plateformes. Fait que ça, il faut quand même y réfléchir. Je passe les autres critères. J'encadre les interactions, les contributions en donnant des rétroactions fréquentes. Bien, évidemment, ici, de la rétroaction, on peut en donner. Souvent, on va utiliser des outils électroniques. Donc, de la rétroaction vocale, je peux en fait donner des fois plus de rétroaction dans un cours papier-crayon. Donc, c'est important de définir quand est-ce que je vais donner des moments de rétroaction. Ça peut être intéressant de le planifier puis de l'encadrer également. Si on va ici, je propose aux apprenants des ressources d'aide sur le plan méthodologique de l'information, de la propriété intellectuelle, les procédures, les guides. On suppose beaucoup de choses de nos apprenants qui savent comment fonctionner avec le numérique. On s'en est rendu compte dans les derniers mois, ce n'est pas certain. Ils consultent du numérique, mais ils ne sont pas nécessairement créateurs de contenu numérique. Donc, il y a quand même une éducation à faire par rapport à ça. Et quand on se lance dans un programme de formation à distance, c'est important d'apporter tous les guides. Vous allez voir sur Internet, quand on cherche des choses, là, on trouve beaucoup de choses de ce temps-ci pour comment le prof peut transformer ou comment est-ce qu'il peut amener des ressources, mais il n'y a pas tellement de ressources pour l'étudiant comme tel. Comment lui peut bâtir ses compétences par rapport à ça. On a recensé quand même quelques petits documents pour bonifier ce critère-là. Au cégep, on a le guide de l'apprenant interactif. Dans la présentation, vous allez voir les liens, là, sont cliquables. Puis vous avez un exemple ici, comme ça, Centre de services scolaire des Phares qui a fait là, des tutoriels Teams, mais vraiment destinés pas pour les enseignants, vraiment pour les étudiants. C'est un petit peu à ce genre de ressources-là qu'il faut penser aussi à produire. 3.11, j'offre des espaces d'échange en mode synchrone, asynchrone, apprenant-apprenant, donc pour que les apprenants apprennent entre eux. Ça, c'est un peu les modes déstructurés où on peut dire le corridor, l'espace de travail, une pause, on jase ensemble. Donc, quand je suis un enseignant, je programme des choses, j'avais une enseignante ce matin qui me disait je ne sais pas, les étudiants sont un petit peu démotivés, il manque un peu d'échange, tout ça. Fait qu'il faut quand même penser à le créer parce qu'on se rend compte avec la durée du temps, surtout dans le contexte, ça devient difficile. Et prévoir aussi des endroits apprenants, ressources, enseignants. J'ai bien aimé ce que M. Guité a présenté sur la nouvelle InSpace, une espèce d'endroit déstructuré. On peut facilement rentrer en communication entre étudiants-enseignants et étudiants-étudiants. Je vous montre juste la petite vidéo là, ici. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais elle dure 56 secondes de toute façon.
Mais vous voyez un peu, c'est sûr, ça va se transformer le monde, là, mais dans les études, il faut vraiment ce volet-là, là, apprenant, enseignant, il faut vraiment structurer ça. Donc, dans cet outil-là, InSpace, c'est une espèce de bulle qui se déplace et les gens peuvent entrer facilement en communication au lieu d'être très formel. Je t'envoie un lien, contacte-moi. On va le retrouver actuellement si vous utilisez Microsoft Teams. On a montré à nos étudiants chez nous qu'ils pouvaient communiquer entre eux sans qu'il y ait personne qui ait organisé quelque chose. Mais c'est intéressant aussi de les guider vers ça et de leur montrer des façons de faire pour qu'ils puissent le faire parce que ce n'est pas nécessairement naturel. C'est sûr qu'il y a des apprenants qui vont dire bon, on se communique sur Messenger. Mais quand l'enseignant le structure, bien, évidemment, à ce moment-là, ça favorise là, vraiment les échanges. Il y en a d'emblée qui vont le faire, mais que l'organisation, que le prof le fasse, c'est très important là, pour susciter l'engagement et l'apprentissage. Au niveau des environnements numériques, il y avait un des points ici. En fait, je privilégie les outils institutionnels. Quand un prof se met à réfléchir à son cours de formation à distance, bien évidemment, il ne peut pas aller en dehors un peu des environnements qui lui sont proposés. Premièrement, parce que ça va être très aidant si l'institution a des outils qui ont tout ce qu'il faut, les guides, le soutien qui vient avec, parce que des fois, on peut avoir un enseignant qui décide de partir dans une direction avec des outils qu'on ne connaît pas, mais quand on veut du soutien, après, bien évidemment, ça va nuire un petit peu à la réussite de tout le monde parce qu'on n'est pas prêt nécessairement à tout supporter. Je vous présente ici, pour soutenir le point 3.12, ce qu'on a fait à nos enseignants chez nous. On a dit qu'on a 3 environnements comme officiels. On a Léa, qui est utilisé au collégial là, au Québec. On a Moodle et on a Teams. Donc, dans chacun des éléments, pour aider l'enseignant un peu à utiliser lequel je prendrais, bien, au moins dire les avantages de chacun puis pour quelle occasion il devrait s'en servir. Donc, ça aide un peu à guider. Fait que ça, c'est sûr que ce n'est pas l'enseignant, c'est institutionnel, mais ça aide à l'enseignant après pour arriver à gérer ça. L'encadrement des apprenants. Bon, l'encadrement des apprenants, si je regarde dans la pratique ce qui s'est passé, quand je suivais les cours au niveau du DEC en tourisme ou en soins, bon, on en parlait un petit peu de cette approche-là, de cet accueil-là qui est important. On a prêché un petit peu par l'exemple. Ceux qui sont arrivés un petit peu avant midi moins 10 avaient entendu de la musique. C'est un petit peu une ambiance qu'on installe pour l'apprentissage. C'est intéressant donc d'accueillir nos apprenants. Ce n'est pas toujours de partir dans la matière tout de suite. Les étudiants disent, bien, Colin, j'ai le cours, ça finit, puis après, il ne se passe plus rien. Il y a tout un apprentissage, on apprend, on disait, on n'apprend pas de quelqu'un qu'on n'aime pas, mais l'émotion est reliée à l'apprentissage aussi. Fait que c'est important d'y penser à cette réflexion-là. Comment est-ce qu'on accueille nos étudiants pour les mettre dans une ambiance d'apprentissage? Puis ce qui va m'amener un petit peu à vous lancer une question, puis votre créativité, en fait. Donc, donnez-nous des exemples d'activités pour accueillir les apprenants. En avez-vous? Fait que lancez vos suggestions dans la discussion. On vous laisse un petit 30 secondes de réflexion et vous pouvez lancer vos réponses par rapport à ça. Alors, je prends le temps de vous lire activité brise-glace. Là, j'ai baisse le son, mais ça ne devait pas être un commentaire qu'on m'a envoyé. La pensée du jour, on en discute. Les activités brise-glace, il y en a plein, effectivement. Ça peut être que faites-vous en fin de semaine? Qu'est-ce que vous avez fait la fin de semaine passée? Un échange d'activités. Des questions quiz sur le contenu. Ça peut être de faire un WooClap, c'est quand même utilisé beaucoup, donc des fois de voir comment ils se sentent. Une vidéo d'introduction. Des nuages de mots thématiques avec WooClap, lancer un sondage dans Zoom. Donc, tu as des outils près de nous. Poser des questions. Si vous pouviez être ailleurs qu'en cours aujourd'hui, que feriez-vous en ce moment? Super intéressant. Ça replace un petit peu les choses. Une question sur le tableau blanc, ils doivent y répondre. Donc, ils peuvent annoter eux-mêmes avec leur crayon aussi si on fait le partage. Ouvrir le cours à l'avance. Donc, l'exemple de la musique, je l'avais proposé à une enseignante, puis effectivement, elle dit, j'envoie la musique avant, puis les étudiants arrivent plus tôt dans mon cours.
Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Les Kahoot, les jeux interactifs, sont les GIFs animés sur Mentimeter, ouais, ceux qui utilisent Mentimeter, qui est un peu comme le Kahoot, mais qui est différent. Bulletin météo, super le fun aussi. Donc, des fois, si vous venez de différentes régions, dépendamment du cours, ça peut être le fun de partir ça sur la météo. Ça peut être fort intéressant. Fait que vous voyez un petit peu des clips d'humour, ça peut être des images où dis-moi quel personnage, comment tu te sens aujourd'hui. Fait que si dans votre planification, vous l'avez, cette réflexion-là, bien évidemment, ça va aider à mettre vos apprenants là, de bien démarrer au lieu de commencer sec à 8 heures, puis on décolle, puis on va avec du contenu. Fait qu'il faut penser à cet élément-là. Hey, merci pour les suggestions. On va essayer peut-être de les ramasser. Là. Je pense qu'on peut sauver le clavardage. Fait que, puis on a des ressources aussi par rapport à ça qui viennent d'être proposées. Autre chose, dans l'encadrement en fait, des apprenants, qui est la dernière section de notre document, il y a différentes choses, j'accueille, mais il y a aussi le 4.1, rappel aux apprenants des services offerts en ligne. Évidemment, quand on sort dans la formation en ligne, là, vous l'avez peut-être vu, il y a des services maintenant qu'il faut qu'il y ait autour de ça parce que les établissements sont construits pour du service en présence. Il n'y a aucun problème. Là, on a tous les services. Quand on bascule à distance, on l'a vécu chez nous il y a 7 ans, puis dans notre réflexion pour construire le document, on l'a tous aussi, c'est que ça prend des services en ligne. Il faut surtout faire connaître ces services-là à nos apprenants à distance parce qu'ils n'ont pas nécessairement le lieu physique. Fait que ça, c'est une bonne réflexion à avoir. Donc, l'enseignant doit être au courant de ça, c'est certain, puis le mettre en place. Je vous donnais juste un exemple ici. Nous, on a monté un centre d'aide à distance. Donc, centre d'aide en français, il a toujours été en présence. Quand on a basculé à distance, il a fallu offrir ce service-là, qui a été très populaire d'ailleurs, même pour des étudiants qui étaient en présence, ils prenaient le service à distance parce qu'ils pouvaient être ailleurs qu'au collège, en fait, pour suivre, avoir une assistance par rapport à ça. Fait que ces services-là, c'est important à faire connaître, ça fait partie des conditions gagnantes. Ce qui m'amène dans la partie de nos 3 documents accessibles, donc notre fameuse trilogie, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est le dernier né qui est le document 3 par rapport aux critères de qualité pour un cours en formation à distance. Mais avant ça, on avait produit l'outil diagnostic pour une gestion de qualité en formation à distance. C'est peut-être plus destiné à l'établissement à ce moment-là. Et le deuxième, c'était les critères à considérer pour l'installation d'un local dédié à la FAD. Il y a beaucoup de sous reliés à ça. On a demandé aux techniciens de tous les établissements du regroupement FADIO de nous aider pour cette partie-là. Parce que quand même, quand on allait dans la littérature ou la recherche, là, je veux vous dire que dans ce volet-là, c'était assez pauvre, il n'y avait pas grand-chose. Donc, on s'est vraiment basé sur ce qu'on avait fait comme pratique, là, ce qu'on avait développé comme locaux. Je vous montre ici juste un exemple du premier document. Donc, vraiment, par rapport à notre établissement, oui, on donne la formation à distance, mais ce que notre établissement est encadrant pour les apprenants, pour les enseignants. Fait que c'est encore des petites cases à cocher. Premier constat qu'on a fait, bien, nous nommons un gestionnaire leader du dossier FAD dans notre établissement. On s'est rendu compte que quand c'est à tout le monde et à personne, bien, il n'y a pas de leadership nécessairement. Ça ne veut pas dire que votre dossier peut-être qu'avance, mais on vous parle de conditions gagnantes, là, vraiment basées sur la pratique et la recherche également. Est-ce que vous avez un comité de formation à distance composé de gestionnaires, conseillers pédagogiques, technopédagogues, techniciens, enseignants? Est-ce que vous avez des politiques ou directives pour la formation à distance? Fait que même si chez nous, on en donne, il y a d'autres endroits qui en donnent, on ne coche pas oui partout, faites-vous-en pas. On a encore des choses à développer pour être bon là-dedans. Si on regarde de l'autre côté, dans ce document-là, on parle du soutien et de l'encadrement des enseignants. On a-tu des formations? On a-tu une structure d'accompagnement? Je suis en train d'ailleurs de réaliser une étude qui parle beaucoup de l'accompagnement des enseignants en formation à distance. Soutien encadrement des apprenants. Est-ce qu'il y a des formations pour eux autres, les technologies utilisées? C'est vraiment des petites cases à cocher, des fois qui allument des petites lumières, disent « Ah, Colin, on n'a pas ça ». C'est quelque chose qu'il faudrait développer. Si on arrive dans l'autre document, qui est le document vraiment pour la création d'une salle, là, évidemment, on est plus technique dans ce document-là. Mais est-ce que c'est fait ou c'est à prévoir ou à valider? Donc, des fois, quand vous lancez un projet de créer une salle, on parle beaucoup de comodal actuellement. On se revirait sur un Dicen pour l'instant. On s'est mis des micros, des caméras dans les salles pour faire du comodal, pour respecter les mesures. Mais évidemment, c'est un petit peu les petits cas. Éviter des endroits achalandés. Quand on fait le choix du local, les fils, l'électricité, qu'est-ce qu'on doit prévoir par rapport à la charge? Est-ce qu'on doit avoir du sans-fil parce que c'est des classes commodales, les gens vont avoir leur appareil?
Est-ce qu'on a assez de prises au mur? Il y a quand même des questions très intéressantes et ça, évidemment, ça va se faire avec le volet là, technologique de votre établissement scolaire pour passer à travers ça. Ça fait que c'est vraiment des points intéressants, là. Il y a eu quand même un bon travail là, de fait sur ce document-là pour en arriver à ça. Évidemment, à la fin, c'est beaucoup de sous. Je vous donne juste un exemple ici d'une conceptualisation d'un local, en fait, comodal. On l'a en design, on a la construction, puis on a le volet final dans la photo du bas. Donc, à ce moment-là, ça permet, vu que c'est beaucoup de sous, c'est le fun d'avoir un document qui va nous guider un petit peu là-dedans. Avec les 3 documents, en fait, vous avez vraiment un parcours intéressant, des ressources intéressantes pour mener à bien vos projets. Puis, ce qu'on vous amène à faire actuellement, c'est peut-être d'aller dans le Padlet. Je ne sais pas si... excusez. Donc, dans le Padlet, on vous a fait une colonne de questions à poser en cliquant sur le petit plus. Vous pouvez aussi, vous avez les documents qui sont là, mais en bas, ce qu'on aime aussi, c'est des documents qui se basent beaucoup sur la pratique. Donc, si chez vous, vous voulez utiliser ces documents-là, ça peut être intéressant de nous laisser des petits commentaires. En fait, le Padlet va toujours rouler. Puis, s'il y a des changements dans le document, à la prochaine semaine FAD, on vous représentera les ajustements qu'on a faits selon les commentaires qu'on aura eus. Parce que dans nos établissements, les gens l'utilisent. Commencer à l'utiliser. Évidemment, le dernier, il est tout neuf. Il n'y a pas beaucoup de vécu encore par rapport aux cours de qualité, mais pour les autres, on l'a quand même essayé. Je vous invite à les utiliser. Puis, à ce moment-là, à émettre des commentaires par rapport à ça. Fait qu'on je peux aller sur le Padlet en direct, mais on va pouvoir aussi prendre de vos questions là, par rapport à ça. Il y a des questions dans l'icône de questions-réponses aussi. Je vais aller, moi, je vais aller voir si le Padlet bouge un peu aussi. Puis quand tu seras disponible, René et Julie, je vais vous poser les questions. OK. Donc, pour réitérer, là, pour voir les documents, je vous invite à aller dans le Padlet. Il y a une question de Mme Marielle Morin-Constant. Vous parlez de routine sécurisante dans la section 2, mais il est important de varier les méthodes pédagogiques. Oui, c'est oui le dilemme entre les deux. Hein? Oui. Effectivement, c'est que quand on tombe dans un environnement technologique, comme j'enseignais au primaire avant, il y a les espèces de routines du matin, l'ordre du jour est à gauche, on sait ce qu'on va faire dans la journée. Ça n'empêche pas quand même de varier certaines activités d'apprentissage, mais parce que maintenant, la technologie, ça vient qu'elle prend trop de place. Parce qu'à distance, évidemment, si on introduit trop de technologie, c'est toujours des façons de faire, puis on va perdre beaucoup de temps avec la technologie comme telle. Mais ça ne veut pas dire que si je prends l'exemple d'un Padlet, que je fais une activité d'apprentissage qui est un brainstorm, puis après ça, je vais aller faire une séquence de travail en utilisant le même outil technologique. Il y a quand même une certaine routine, mais l'activité va être différente quand même. C'est juste d'aller chercher un confort chez nos apprenants qui savent un petit peu où est-ce qu'on s'en va. Puis, c'est ça qu'on parle de certaines routines, mais il ne faut pas non plus tomber dans la monotonie, que c'est toujours pareil aussi. C'est le dosage entre les deux là, qui est subtil. Merci, René. Nancy Langlois, avez-vous des suggestions d'outils autres que Moodle pour faire des listes de tâches à cocher pour les élèves, pour favoriser l'autorégulation? Oui, Moodle le fait bien. Je ne sais pas, Julie, je te laisse aller par rapport à ça. Là, je réfléchis aux cases à cocher. C'est sûr que tous les formulaires peuvent le faire, là, évidemment, là, comme le Forms de Teams ou pourrait le faire aussi. Dans OneNote aussi, on pourrait utiliser ces outils-là. Je pense que c'est possible. C'est ça. Probablement qu'il y aurait d'autres participants qui auraient des réponses à nous donner aussi. Oui, effectivement, Karine Lachance indique que c'est facile à faire dans le bloc-notes de classe. Oui, hein, c'est ça. Avec OneNote, on peut faire des cases à cocher. Il y a aussi des modèles dans Google Sheet qui permettent de le faire aussi. Donc, question suivante de Pascal Lauzon. Y a-t-il des modèles à privilégier plus qu'un autre pour faire de la FAD? J'ai l'impression qu'il fait référence est-ce qu'on doit faire plus de la synchrone, du synchrone, de l'hybride, du comodal? Je te laisse réponse. Ronde, René, tu as plus d'expérience que moi en formation. Les différents modèles, là, quand on regarde ce qu'on a expérimenté, mais ce qu'on a lu, quand on bascule un peu comme dans le MOOC, là, le cours où c'est de l'autoportant, puis l'étudiant s'en va tout seul un peu là-dedans, la persévérance, c'est certain qu'elle va être moins bonne un peu. Ça fait que dans les dosages,
ce qu'on se rend compte, c'est que plus les étudiants vont être un petit peu plus vieux aussi, on va pouvoir leur donner du temps, comme une semaine, ils ont des choses à faire, mais c'est toujours important de faire un point synchrone sur la matière ou faire un retour ensemble pour accrocher les gens puis garder la motivation. Parce qu'on leur laisse trop de temps asynchrone, évidemment, ils se perdent Il y en a que ça convient très bien à leur apprentissage, mais dans la majorité des cas, il faut faire des temps synchrones pour toujours suivre notre groupe puis s'assurer que la motivation est toujours au rendez-vous. Merci, René. David Di Pietro, il a accroché sur le plan d'études quand vous en avez parlé. Il trouve que le plan d'études est très intéressant. Est-ce qu'il est communiqué aux étudiants aussi? Oui, je ne pourrais pas dire dans quelle section, mais c'est vraiment qu'il doit expliquer d'une façon et présenter d'une façon claire. Donc, au départ, là, c'est vraiment comme une entente entre l'étudiant, l'apprenant puis l'enseignant, de voir les choses qui vont être claires, pour laisser le moins de zones grises possible pour bien gérer les attentes. Parce que souvent, on suppose qu'on suppose, là. On suppose plein de choses dans notre tête, c'est clair, mais que ce soit clair dans la tête de l'apprenant aussi. Le plan d'études, c'est vraiment ça qui vient cadrer. Ça oblige l'enseignant à réfléchir à la chose, puis après ça présente les choses clairement. Et après ça, c'est des questions en lien avec spécifiquement l'utilisation du Padlet. Le premier, on va replacer dans le clavardage l'adresse pour accéder au Padlet. Puis, on pose la question à savoir comment on ajoute dans un Padlet. Donc, probablement qu'il y avait un commentaire. Donc, peux-tu faire une petite démonstration, René? Oui, je vais aller montrer l'écran. Là, vous la voyez? Oui. Fait évidemment, vous devriez, je l'ai laissé ouvert, le Padlet, vous pouvez écrire. Là, il y a des gens qui ont ajouté des commentaires ici. Donc, en bas de chaque outil, si vous avez des commentaires à faire, évidemment, si vous aimez le produit, vous pouvez cliquer sur le petit cœur, mais sinon, vous pouvez ajouter un commentaire anonyme. Et dans les questions, parce que ça peut aller au-delà de la présentation, vous avez des questions, il y aura y répondre, mais en cliquant sur le petit plus dans le haut, donc ajouter une colonne, ça vous permet d'écrire le titre de votre question, puis à ce moment-là, ça va s'ajouter, puis ça va défiler parce qu'on utilise actuellement dans le Padlet le mode qu'on appelle étagère, donc les colonnes sont bien desservies, puis à ce moment-là, vous pouvez aller ajouter des choses. Fait n'hésitez pas à compléter, c'est vraiment l'enrichissement collaboratif qui est intéressant par rapport à ça. Il y a plusieurs questions en lien avec l'accessibilité du document. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on fait une primaire, on vous fait une primaire et on présente le document en primaire. Donc, il va être disponible sur le site de Fadio vers 13h, comme Karine l'indique dans la section clavardage. C'est ça, parce que pour l'instant, c'est par rapport au site qu'on vient de faire. Le dernier est là. Les deux autres sont déjà sur le site. Mais le petit dernier là, va arriver. Là. On attendait la présentation pour la rendre disponible là, à tout le monde. La cigogne est à veille d'arriver. Là. Okay. Il y avait une dame, je pense que c'est Alexandra, mais je ne vois pas le nom complet, là, qui a écrit dans la discussion à 12h44. Elle disait le projet Paréa de Isabelle Cabot a fait la comparaison entre un centre d'aide en français en présence et un virtuel. Les résultats préliminaires montrent que les étudiants qui n'osaient pas y aller en présence, de par leur timidité, honte, sentiment d'inefficacité, l'utilisaient davantage en virtuel. Alors, c'est intéressant, hein? Ça, écoute, c'est une belle transformation en fait, dans la pandémie. C'est le commentaire qu'on a eu de nos enseignants qui utilisent Teams, entre autres, pour soutenir les étudiants. Puis, ils se sont rendus compte que des étudiants qui ne voyaient pas leur bureau pour demander des explications, soudainement, dans Teams, ils vont communiquer avec eux autres plus facilement. C'est moins intimidant, le partage d'écran. Ils font des vidéos de démonstration. Quand l'étudiant repart, il y a une vidéo de démonstration aussi qui reste tangible. Fait que c'est un beau constat. Je suis content qu'il y ait une étude faite dans ce sens-là, mais je pense que sur plusieurs volets, ça améliore en fait la communication. C'est pour ça qu'on dit de bien déterminer les canaux de communication dans son plan d'études. Mais après, quand on les utilise, on va se rendre compte qu'on va aller plus loin dans l'aide. Puis ce serait le fun d'avoir une étude de sur la réussite, là, un comparatif présence-distance pour l'aide à la réussite. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Moi, pour les questions, René, je te dirais de mon côté, ça va. Dans les commentaires, il faut regarder dans le clavardage. C'est bon, ça fait qu'on aura publié le lien. Écoutez, nous, ça faisait le tour. Profitez de ces documents-là, enrichissez-les, regardez, revenez-nous là-dessus. Ça peut être fort intéressant, mais je pense que le but, c'est d'offrir 3 documents pratico-pratiques. Tu imprimes terrain.
Puis, on a d'autres en développement, on a d'autres produits, la même chose. Recto verso, on va essayer de rester sur nos 2 pages, mais ça va être vraiment toujours dans le souci de répondre aux besoins du milieu là, sur le terrain. Merci. On a un commentaire de l'international. Donc, en France, ils trouvent qu'on fait du super travail. Vous gênez-vous pas, nos collègues de la francophonie, de venir nous visiter sur le site de Fadio. L'idée, c'est véritablement de partager un peu nos pratiques puis d'y gagner tout le monde pour donner de meilleurs services puis avoir une influence positive sur notre enseignement en ligne. Hey, merci beaucoup tout le monde. S'il n'y a pas d'autres questions, ça a été un plaisir de vous avoir. On sait que le mode webinaire est un peu plus difficile pour nous autres parce qu'on a moins le contact, mais dans vos écrits, vos commentaires, là, merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir enrichi puis de répondre comme ça. Ça a été très plaisant. Merci à tous d'avoir été là. Si vous me laissez un petit moment, je vais aller mettre, ou Martin Bérubé, si tu voudrais, s'il vous plaît, aller mettre l'évaluation dans le clavardage. Donc, on vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là. Puis merci à René et Julie. Hein. Moi, je ne suis pas objective par rapport à tout ça. J'ai participé à ces travaux-là. Puis je vous adore comme animateur. Vraiment, ça a été fort intéressant. Puis on a vraiment des beaux commentaires là, dans le clavardage qui viennent nous dire là, que ça a été apprécié, que c'est des beaux outils et c'est très concret aussi. Hein. Vous avez su rendre la présentation très concrète. Donc, c'est très apprécié. Puis, on vous propose, c'est ça, de nous suivre là, pour les autres ateliers de la semaine de la FAD cet après-midi à 15 h. On se retrouve pour un atelier avec l'école en réseau qui se nomme « Susciter la collaboration entre élèves à distance pour des apprentissages signifiants ». Donc, on vous propose de nous rejoindre à ce moment-là. Et je ne sais pas si Martin a mis dans le clavardage l'évaluation, mais puisqu'il nous reste encore 4 minutes, on vous propose de rester avec nous là, pour le temps là, de venir compléter l'évaluation. Sinon, malheureusement, Karine, je ne l'avais pas sur la main. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je m'en vais la glisser. Ça va me prendre une petite seconde. Merci de prendre le temps de venir évaluer l'atelier. C'est important pour nous. Hein. On aime ça d'avoir votre rétroaction, de savoir votre appréciation des ateliers pour toujours nous améliorer parce que comme les cours, nous aussi, on aime ça s'améliorer comme animateur. On aime ça avoir votre feedback en bon français. Donc, là, je pense que le lien, il est bien là. Vous y avez accès. Donc, prendre le temps là, de bien le remplir pour nous. Ça fait que sur ce, on me dit que le lien ne fonctionne pas. Oh. Le lien de la... Je ne sais pas si... Ta tiny URL, ta minute. Moi, ça a fonctionné. Là, hier aussi, il y a quelqu'un... il y a quelqu'un qui veut poser une question à M. Bélanger. Allez-y, vous pouvez la poser dans le question-réponse ou dans le clavardage. Puis je vais envoyer un nouveau lien, mais il fonctionne pour certains, certainement, parce que j'ai déjà des réponses. Mais je vais envoyer un lien pour ceux qui ne fonctionnent pas. Là, je vous fais ça à l'instant. OK. Voici. Est-ce qu'on a le droit de diffuser ces listes à cocher dans nos collèges? Oui, c'est un document qu'on partage, donc il n'y a aucun problème. Marie-Pascale, c'est quelque chose qu'on peut faire circuler. Bonjour Jessica Di Stefano. Est-ce que les outils ont été développés en lien avec la recherche complétée cet automne? Non, pas tout à fait, parce que ça a été vraiment, c'est basé sur des recherches que nous, on n'a pas nécessairement fait, ce qui était disponible sur le web. On est vraiment allé chercher. C'est pour ça qu'on a analysé beaucoup avec notre pratique terrain. C'est ce qui est le fun, c'est que oui, on lit des documents, mais on le vit à travers nos 16 établissements, là, la FAD à tous les jours. C'est pour ça ce qu'on a mis là, c'est dans la pratique quelque chose qu'on validait nécessairement, mais on va développer d'autres outils. Là, on a encore d'autres documents un peu semblables à développer. Je vais proposer, puisque nous, on est encore disponible un peu, ceux qui veulent lever la main, s'il y en a qui aimeraient intervenir pour parler avec René, Julie, nous, on reste toujours un petit peu après la fin de l'atelier, donc soyez bien à l'aise si vous voulez lever la main. On a Pascal qui a levé la main. Ah. Je vais le faire revenir, je vais faire activer son micro. Vous pouvez y aller, M. Lauzon. Ça va bien? Oui, merci. Merci d'être là, si fidèle. Oui, moi, à part hier que j'étais à l'école toute la journée, mais sinon, je suis là tout le temps.
toute la semaine. Une grosse semaine. C'est un petit nouveau dans la FAD. J'ai appris avant une semaine, on s'est reviré sur un 10 sous pour faire de la formation à distance dans le secteur de la santé en DEP. OK. Ah, c'est bon. Ça m'intéresse énormément tout ce que je vais chercher. Puis j'ai même découvert à vous le congrès, le AQ quelque chose, un congrès, un colloque. ACOPS? ACOPS, oui, c'est ça. ACOPS, ouais. Oui, j'ai découvert, je pense, je ne sais pas si c'était sur Fadio ou Cadre 21. Et je me suis inscrit tantôt. Donc, je suis vraiment... ouais. Je voulais savoir, très simple, j'avais posé la question dans le chat, j'étais en train de l'écrire sur le Padlet. Moi, quand vous avez parlé de la musique d'ambiance, je trouvais ça super intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué à faire ou... Ben, en fait, non. Si on l'utilise, comme là, on utilise Zoom. Dans Zoom, il y a une particularité. Je peux partager mon écran. Vous avez vu, je peux partager de la vidéo. Mais il y a une fonctionnalité quand je partage l'écran où je peux aller partager seulement le son de mon ordinateur. Okay. N'importe quelle musique que je vais faire jouer sur mon ordinateur, ça va sortir à travers Zoom, puis les gens vont l'entendre. Donc, je peux décider en attendant de fermer ma caméra, mon microphone, puis juste laisser la musique rouler, si on veut, en attendant que les gens entrent. Fait que c'est vraiment quelque chose de simple là, que Zoom va offrir. La même chose sur notre Teams, si vous êtes par rapport à la commission scolaire, bien, Teams va faire la même chose parce qu'on fait un partage dans Teams, il y a une petite coche en bas qui dit « Partager l'audio de l'ordinateur ». Fait qu'on peut faire la même chose. Il y a toujours une question délicate, par contre, en lien avec le droit d'auteur. Là. Oui. Donc, c'est de s'assurer d'être en toute légalité. On en a parlé, moi puis René, avant l'atelier. Oui. OK, c'est ça, parce qu'on ne peut pas partager n'importe quel genre de musique, j'imagine. Ben, on peut pas... C'est ça, en fait, c'est parce que quand on partage comme ça, on devient comme un peu des diffuseurs. Ça fait qu'on n'est plus dans la même licence. C'est sûr, si on n'enregistre pas, c'est avec nos étudiants, puis on n'enregistre pas, c'est tel que tel. On peut quand même faire une recherche musique libre de droit. Là, ça va être plus des mélodies qui jouent, mais il n'y a pas de droit associé à ça. Donc, ça va être juste notre musique d'introduction. Dans la mesure aussi où, en contrepartie, on donne les coordonnées là, du groupe et ou pour faire de la promotion. Donc, généralement, c'est dans les bonnes pratiques d'utilisation de musique libre. OK, parfait. Ça explique d'ailleurs, ça répond à ma question, ça explique ce qu'on voit avant la conférence de presse de M. Legault. Oui, c'est ça, exact. OK. Bien, merci. Il y a d'autres gens qui veulent intervenir. Je vois qu'on a encore 50 personnes avec nous, donc n'hésitez pas. On est vraiment ouvert aux questions, à l'échange. Les gens restent parce qu'ils ne veulent rien manquer s'il y a des interventions. Les gens qui posaient la question dans le Padlet, ça va être quoi votre prochain sujet? On est encore en train d'y réfléchir, en fait. Là. On essaie de se baser un peu sur les demandes du terrain. On avait parlé, entre autres, d'encadrement un peu plus, mais c'est en train le comité va recommencer à se réunir bientôt, là, mais on est vraiment là-dessus, lequel on va prioriser, là, mais je peux aller l'écrire dans le Padlet quand on aura fait notre choix. Il sera sûrement présenté à la prochaine semaine FAD. L'année prochaine, ce sera le 4e document. Les gens qui nous quittent. Donc, Karine, on pourrait conclure officiellement? Absolument. Absolument. Donc, merci à tous. On va clore la rencontre, puis on vous propose de vous connecter là, dans 2 heures. On revient avec notre prochain atelier avec l'école en réseau.